Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Populaire. Si vous aimez ce que l'on fait, eh bien n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'en discuter avec vos proches. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir quelqu'un d'assez rare, pas assez connu à mon goût, et rare parce que c'est quelqu'un qui est vraiment un expert dans son domaine. Je parle de Jean-Robert Raviot, qui a très récemment sorti ce livre que vous voyez à l'écran, Le logiciel impérial russe. Alors, Jean-Robert Raviot, vous êtes enseignant, spécialiste de civilisation russe, soviétique, post-soviétique, vous êtes professeur à l'université de Nanterre. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages sur la Russie et l'espace post-soviétique en général, que vous connaissez très bien pour y aller depuis des dizaines d'années. Vous y avez même vécu, travaillé. Vous avez dirigé le collège universitaire français de Moscou, oui. Le CUF. Le CUF de Moscou et de Saint-Pétersbourg aussi. Et de les deux, bon. Alors, qui avait été fondé par Marek Alter, du temps de Gorbatchev et de François Mitterrand, au moment de la... Voilà, où on pensait que la Russie et l'Occident allaient... C'était la fusion. C'était la fusion. C'était l'époque de la fusion. Difficile côté russe. Et eh bien, c'est intéressant parce que on a eu 2 ans de conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, avec un soutien assez fort de l'Occident derrière l'Ukraine. Et nous sommes dans la 3e année de guerre, d'une guerre de haute intensité, comme on n'avait pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on a entendu quand même beaucoup de bêtises. Ça a été pour le commun des Français, quand ils regardaient les médias ou lisaient la presse, il y a eu beaucoup d'absurdités, d'âneries sur ce qu'est la Russie, comment fonctionne le pouvoir en Russie, qui est Poutine, quelles sont les capacités militaires des uns et des autres, au point où il y a une telle propagande ou information erronée qu'il a été difficile de comprendre ce qui réellement se passait, et tout le monde est un peu surpris, enfin, les non-spécialistes sont un peu surpris par ce qu'ils sont obligés de constater, à savoir que l'économie russe ne s'est pas effondrée, le pouvoir ne s'est pas effondré en Russie, et les choses tournent plutôt mal sur le front pour l'armée ukrainienne. Alors, que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas Vladimir Poutine, ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est quand on est en géopolitique, c'est de connaître ses partenaires, voire ses ennemis, et vous êtes un des grands connaisseurs de la Russie, et malheureusement, vous faites partie de ceux qu'on n'a peut-être pas assez écoutés au début, pas assez lus. Et donc dans cet ouvrage, que je vous incite vraiment à l'acheter à ceux qui s'intéressent à comprendre ce qui se passe, vous faites un grand tableau, tant historique que géopolitique. Vous parlez aussi de démographie, partiellement d'économie. Dresser un tableau de ce qu'est la Russie, de comment elle s'est construite. Et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui sur Fréquence Populaire. Donc merci d'être venu. Merci pour votre invitation, qui me réjouit beaucoup. Et effectivement, on entend beaucoup parler de la Russie. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup de bêtises, mais on a toujours dit beaucoup de bêtises à peu près sur tous les sujets. Je pense que ce qui est différent dans le cas de notre époque, c'est qu'on vit une guerre qui est en même temps une guerre sur le théâtre des opérations, mais qui est en même temps une guerre économique et aussi une guerre virtuelle, une guerre médiatique. Et donc, si on attend des médias un travail d'information seulement, on est déçu parce qu'effectivement, les médias ne font pas seulement un travail d'information, mais sont aussi un théâtre d'opération en réalité. Donc, ça me semble assez, de bonne guerre, si le jeu de mots est pas très bon, d'accepter que la propagande se mélange aux faits et que ce soit difficile de démêler le factuel des éléments de propagande. Et c'est vrai côté chez nous, c'est vrai en Ukraine, c'est vrai en Russie bien sûr, chez les belligérants. Il faut toujours revenir au rapport de force. Voilà. Et je pense que l'important, c'est de comprendre que la Russie et l'Occident sont engagés dans un rapport de force que la Russie a anticipé beaucoup mieux que l'Occident. Elle l'a anticipé et elle l'a jamais lâché, ce rapport de force, au sens où il n'y a jamais été question
de dénucléariser, de désarmer vraiment. La Russie s'est toujours préparée à une confrontation militaire avec l'Occident, tandis que cette confrontation militaire avec la Russie, pour l'Occident, qui était le grand thème dominant de la guerre froide, s'est un peu effacé après les années 90. Et puis après, on est entré dans une période où l'Occident se concevait comme une puissance, comme ayant tellement d'instruments de séduction et étant tellement puissant attirant, en fait, parce qu'un pôle de développement économique, financier. Donc l'Occident était dans une domination du monde qui n'était plus considérée comme offensive, mais comme réellement... on était passé dans une ère, l'ère du soft power, si ce mot est devenu tellement populaire, c'est qu'il décrivait la manière dont l'Occident concevait son influence à l'échelle globale. Côté Russie, ce soft power occidental n'a jamais vraiment marché à fond, hein, et donc la Russie n'a pas abandonné les vieux rapports de force. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui côté occidental, c'est la prise de conscience que le monde, que le rapport de force et la volonté de puissance d'autres pays ou d'autres puissances régionales, c'est une donnée fondamentale de l'histoire. C'est pas, on avait pensé que ce serait peut-être aboli. Mais non, ça n'est pas aboli. La Russie en est un exemple, la Chine un autre. Et il y a un réveil de ce fait. Ce à quoi on assiste en particulier ces jours-ci en France, c'est à la faveur des élections européennes, c'est la réactivation à grande échelle de toute la propagande de guerre froide côté occidental. Donc le danger soviétique, le danger russe, la menace russe, la présence d'agents russes partout, les opérations de désinformation, etc., etc. Alors je dis pas que c'est faux, mais c'est largement amplifié. Et en même temps, si j'allais dire, on est en guerre aussi sur tous ces théâtres. Donc, apparemment, c'est pas inutile dans ce contexte de grand brouillard des esprits de faire le point sur ce que c'est que l'État russe depuis sa constitution en tant qu'État actuel. Donc, je reviendrai là-dessus. Pour moi, il y a une datation précise, hein, et sa dynamique qui est que j'ai baptisée logiciel impérial russe. Voilà. Alors, avant d'arriver sur la construction de cet empire archaïque, comme vous l'appelez, comparé aux empires hégémoniques, on reviendra sur cette distinction, je pense, très très intéressante. Absolument. Pour qui ce sujet, qui souhaite comprendre de quoi on parle. Vous avez parlé des années 90, donc après l'effondrement de l'URSS. Et vous avez dit que la Russie avait anticipé cet affrontement ou cette conflictualité avec l'Occident. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui avait commencé plutôt vers 2007-2008 et qu'il y avait une fenêtre entre 1991 et 2004 où la Russie avait vraiment tenté, par tous les moyens, de fusionner, d'être réellement partenaire avec l'Occident au point de demander un sort de copartenariat dans l'OTAN, ce qui, bon, aujourd'hui, semble complètement improbable. Mais Jeffrey Sachs, qui a été conseiller de Gorbatchev et de Yeltsin, et de Kouchma en Ukraine et des Polonais, a dit mais on a raté, c'était ça les Russes ont tout fait, ils ont tout accepté, ils ont signé tous les bas de page, ils ont avalé toutes les couleurs, accepté tous les effondrements et on leur a pas, on n'a pas voulu. Alors qu'au même moment aux États-Unis, il y avait les néoconservateurs qui avec la récente démission de Madame Nuland, ont l'air de peut-être de perdre un peu, peut-être que c'est leur dernière guerre ratée, celle d'Ukraine, mais eux, visiblement, voulaient cette confrontation. Pour certains, voulaient le démembrement de la Russie. Enfin, ils étaient aussi assez engagés. Puis il y avait l'extension de l'OTAN à l'Est, il y avait la pression sur l'Ukraine qui a commencé assez tôt, avec la révolution de couleur, qui s'est poursuivie d'ailleurs, y compris sous Trump, quand Pompeo est allé en Biélorussie. Donc, il semble que certains en Occident aussi se soient préparés à ce conflit, et les même poussé.
Alors, il y a deux choses, je dirais. Vous avez raison de dire que la guerre froide s'arrête à la fin des années 90 et avec la chute de l'URSS, la guerre froide proprement dite, c'est-à-dire la montée le rapport de force s'arrête même, je dirais, en 88 en fait, la guerre froide, parce que le discours de Gorbatchev à la tribune de l'ONU le 9 décembre 1988, c'est un discours dans lequel il dit: nous abandonnons l'Europe de l'Est, les satellites, nous abandonnons, on ferme le pacte de Varsovie et on fait le pari d'un nouvel ordre mondial fondé sur la dissolution des blocs. Bon, c'est un pari, on va dire, extrêmement risqué qui va se retourner contre lui et contre l'URSS, mais on est déjà dans cette logique de dépassement de cette conflictualité. Et il va falloir, je dirais, entre 88 et 2008, vous l'avez dit, il y a 20 années. Donc 88, c'est le discours de Gorbatchev à la tribune de l'ONU. 2008, c'est le discours, c'est la réaction russe à la demande d'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, au sommet de Bucarest. On peut citer aussi le discours de Munich de Poutine en 2007. On est entré dans une nouvelle conflictualité russo-occidentale verbalisée par Poutine et vraiment ouverte. Est-ce que ces 20 années ont été une parenthèse pacifique pendant laquelle la Russie a cherché par tous les moyens à entrer dans le nouvel ordre mondial ou à essayer de s'insérer dans l'ordre... Alors, cette parenthèse de 20 années n'est pas une parenthèse pendant laquelle la conflictualité a cessé. Bon, d'abord parce que d'un côté comme de l'autre, on a continué de s'armer. Il y a eu l'extension de l'OTAN à l'Est, qui était En fait, souvent, les Russes reviennent là-dessus en disant, pour nous, vous avez franchi une ligne rouge, mais cette ligne rouge, elle a été franchie dès les années 90, vous l'avez dit, avec les néoconservateurs. C'est sous Clinton que tout ça se passe. Si les premiers pays qui entrent dans l'OTAN, les ex-socialistes qui entrent dans l'OTAN entre 99, tout ça s'est préparé, en réalité, c'est joué en 94. Voilà. 94-95. Bon, c'est Clinton, c'est le premier mandat de Bill Clinton. Donc, de ce côté-là, les Russes étaient prévenus, le savaient parfaitement, et la Russie est en situation de faiblesse. Moi, je dirais que pendant ces 20 années, il y a eu les 10 premières années pendant lesquelles la Russie se retrouvait en situation d'extrême faiblesse, le rapport de force extrêmement défavorable, sur le plan non pas militaire, parce que le rapport de force nucléaire continue d'exister, mais politique et économique. Elle était extrêmement dépendante des fonds occidentaux pour continuer d'exister. Elle a mené des réformes radicales dans son économie qui nécessitaient des injections financières considérables. Elle était en situation de faiblesse. Et il y a un moment où l'élite dirigeante russe se lasse de cette faiblesse et perçoit qu'il faut sortir de cette faiblesse. Et c'est là où va se cristalliser le poutinisme. Et le poutinisme se cristallise non pas autour de Poutine, mais il va d'abord naître en fait autour d'un premier homme qui va incarner ce retour d'une volonté de puissance russe, qui est Primakov, Evgeny Primakov, qui devient ministre des Affaires étrangères en 96, qui devient Premier ministre en 98 et jusqu'en 99, et qui, souvenez-vous, en fait, il y a un événement, moi je pense, extrêmement important dans les relations internationales et dans les relations russo-occidentales, qui va faire lentement basculer, je dirais, la Russie dans une prise de conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose, qu'on est dans un rapport de force trop défavorable vis-à-vis de l'Occident et qu'il faut réagir, c'est l'intervention de l'OTAN au Kosovo contre la Serbie. Donc les bombardements de l'OTAN contre la Serbie. Moi j'étais à Moscou à l'époque, justement au collège universitaire français, dans l'université de Moscou, avec ces jeunes étudiants qui étaient globalement assez... c'était l'époque des années 90 où tout le monde avait un ou deux boulots en plus pendant les études, donc ils étaient très accaparés par leur vie personnelle et la nécessité de vivre, d'essayer de vivre dans les conditions, de gagner de l'argent, d'avoir un peu de survivre, oui, pour certains, c'était très difficile. Donc ils étaient peu politisés. Voilà. Et puis tout d'un coup, j'ai vu surgir en mars 99 des étudiants politisés, mobilisés, etc. Donc ça m'a beaucoup surpris et j'ai vu quel retentissement ça a pu avoir dans l'opinion publique. C'est vous dire à quel point ça a été un électrochoc, je dirais, pour la classe politique, pour la classe dirigeante. Et là, on va voir se cristalliser le poutinisme, peu à peu, l'arrivée de Poutine, qui va peu à peu reprendre un discours qui manifeste une volonté de puissance russe et de faire de la Russie, non pas un énième État de l'OTAN ou de l'Union européenne, ce qui était, de par sa taille, complètement impossible, et de par son armement nucléaire, complètement impossible. C'était exclu que la Russie puisse entrer dans le monde occidental.
L'idée de Poutine, quand il va, d'ailleurs sérieusement, proposer l'entrée de la Russie dans l'OTAN, c'est une proposition qui va être faite. C'est vrai, ça n'a pas été un dossier qui était très travaillé en aval, mais quand même, cette proposition a été faite. C'est le vrai projet, le vieux projet de Gorbatchev et un vieux projet russe qui est de faire que la Russie soit incluse dans l'architecture de sécurité européenne et puisse avoir son mot à dire sans que les conditions soient dictées par le monde occidental. Ce qu'elle n'a jamais pu obtenir, et ce qui est la source d'un grand ressentiment à l'égard du monde occidental. Donc on revient toujours sur les mêmes points historiques. Reproché à l'Occident, l'engagement de James Baker de ne pas étendre l'OTAN à l'Est, plus à l'Est que l'Allemagne de l'Est, qui n'a pas été tenu. C'était un engagement purement verbal qui a été tenu en marge d'une conférence internationale entre Gorbatchev, l'Allemagne et les États-Unis. On a trouvé des documents, mais c'est des notes verbales. Oui, c'est des notes. Oui. C'est des notes. Alors c'est tout à fait vrai qu'il y a eu un engagement tenu un engagement verbal, mais c'était... les promesses ne sont faites aux oreilles de ceux qui veulent bien les entendre. Bon, il n'y a jamais eu de texte signé, etc., ni de négociation. Donc, c'était un engagement qui n'a pas été tenu, et qui, encore une fois, n'a pas été tenu, et on le savait dès 1994. C'est pas en 2008 que la Russie se réveille en se disant « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, tout ça pour dire que ce malentendu de l'après-guerre froide, l'après-guerre froide débouche tout de suite sur une nouvelle guerre froide. C'est ce que j'ai expliqué dans un autre livre qui s'appelle Russie vers une nouvelle guerre froide. En fait, la guerre froide ne s'est jamais vraiment complètement terminée. Elle s'est transformée en autre chose. Et aujourd'hui, elle s'est transformée en une nouvelle conflictualité russo-occidentale qui, d'une certaine manière, est bien plus intense que la guerre froide. D'abord parce qu'elle fait beaucoup de morts et qu'elle sacrifie des hommes, des Russes et des Ukrainiens. Et enfin, je veux dire, on est dans des pays belligérants directs. La guerre froide, il n'y avait pas eu de guerre directe entre les deux camps, entre les deux blocs. Il y avait des guerres indirectes sur d'autres continents, mais on n'avait pas un engagement massif comme ça. Et justement, la Russie, en fait, a montré en 2022 qu'elle était capable d'engager plusieurs centaines de milliers d'hommes dans une guerre. Il faut quand même le rappeler, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui... tout est tellement virtuel aujourd'hui qu'on a l'impression que le discours... comment dirais-je, le discours, il faut insister sur des choses très très importantes et très simples, qui sont que des jeunes Russes vont mourir, et des Ukrainiens donnent leur vie pour leur pays. Voilà. Et c'est pas des militaires professionnels, c'est pas des mercenaires, c'est pas les SMP, etc. C'est des gens qui sont... Il y en a quelques-uns, mais principalement sont des conscrits. C'est principalement des conscrits, alors avec beaucoup de volontaires de part et d'autre. Des gens qui sont volontaires pour y aller. Il y a des gens qui sont pas tellement volontaires, qu'on ramasse un peu dans les villages, d'un côté comme de l'autre. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés et qui donnent leur vie pour leur pays, et que c'est quand même un acte de patriotisme. Alors on dira ce qu'on voudra, mais qui, côté occidental, est absolument inconcevable. Voilà. Et que donc, de ce simple fait, je dirais, avoir des postures militaires, enfin, comment dire, des postures viriles, combattantes vis-à-vis de la Russie, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas engager des gens à une telle échelle et que personne n'ira se battre. Là, vous parlez des interventions de Macron récemment. Par exemple, mais pas seulement lui. Pas seulement lui. Bon, c'est tout simplement à la fois inconséquent et irresponsable. Voilà, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se battre contre un pays qui mobilise 300 000 hommes. Et les Ukrainiens, eux, sont mobilisés encore plus proportionnellement. Ce qui me fait dire, je redis à tous les micros, parce que je pense que c'est très important de le dire, cette guerre va avoir des conséquences majeures sur les sociétés russes et ukrainiennes à l'avenir. Mais il y a des points de rapprochement importants entre ces deux sociétés, et le non des moindres, ce sera d'avoir beaucoup d'anciens combattants dans la population. Beaucoup de gens qui ont une expérience directe de la guerre, qui sont morts au combat, ou qui sont blessés au combat, ou qui ont vécu dans les tranchées et au front. Et ça va profondément, je dirais, différencier les sociétés russes et ukrainiennes de nos sociétés. Et ça va, quelque part, rapprocher davantage ces deux sociétés. D'autant plus que vous le dites dans le livre, ils vont bénéficier, en tout cas en Russie, parce que il y en a, malheureusement, dans les guerres, il y a un perdant et un gagnant, mais en tout cas en Russie, ils vont bénéficier des avantages qu'avaient eu par exemple les GIs qui rentraient du front de la Deuxième Guerre mondiale.
en termes d'emploi, d'avantages. Oui, ils auront des avantages, et puis surtout, ils vont peser, je dirais, dans de ce qu'on appelle l'esprit public, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plusieurs centaines de milliers d'hommes revenus du front, qui étaient mobilisés, qui ont été... ça va, il n'y a pas de retour des anciens combattants qui se passe de manière fluide dans n'importe quelle société. On l'a vu dans la France des années 20, dans l'Allemagne des années 20, dans l'URSS des années après-guerre. C'est toujours compliqué et c'est toujours espèce d'un poids politique, alors économique bien sûr, mais politique très très important. Et ça me semble être important de le dire parce que c'est concret et c'est perçu par la société russe. Alors que nous, on est là à discuter de guerre, on a un président qui dit nous sommes menacés sur notre sol. Bon, mais enfin, le sol de qui? On n'est pas menacé sur le sol français. Bon, voilà, on est menacé, mais pas par la Russie. Enfin, je sais pas. Bon, donc les mots quelque part doivent rester, malgré toute la virtualisation politique dans laquelle nous vivons. Il faut quand même de temps en temps remettre un peu les mots sur les choses et redire des choses très simples. Donc, je me permets de revenir à ça. On est dans des sociétés qui sont en train de vivre la guerre et cette guerre pour l'instant qu'on voit sur nos écrans va, à un moment ou à un autre, devenir bien plus concrète. Je pense qu'elle va s'arrêter que quand elle est en cours. Et on va se rendre compte à quel point cette guerre est atroce, monstrueuse et extrêmement dévastatrice pour la société. Alors en même temps, on peut faire une remarque militaire, c'est que c'est une guerre qui ressemble plutôt au conflit de 14-18, plutôt qu'à celui de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, si on compare à ce qui se passe entre Israël et Gaza, on a, au final, malgré ce que disent les uns et les autres, finalement, très peu de pertes civiles, compte tenu, je veux dire, évidemment, il y a toujours trop de morts civiles, mais compte tenu du volume d'armées, de soldats, de tirs quotidiens engagés, c'est relativement réduit. La plupart des morts sont des morts et des blessés sont des combattants des deux côtés. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être à leur honneur, en fait, de s'affronter entre combattants. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez dans la construction de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui, vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale, et du patriotisme qui en est issu, puisque c'est d'un moment... c'est peut-être, vous dites, c'est peut-être le pilier de la société russe, et qui est revivifié, donc qui est revivifié par une filmographie absolument colossale, des séries sur la guerre, par le fait que toutes les familles ont perdu quelqu'un, ou très proche, voire plusieurs, que maintenant il y a la marche des immortels. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les enfants, les petits-enfants, ou les petits-petits-enfants des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, comme disaient les Russes, qui sont de moins en moins nombreux, qui font des manifestations le 9 mai en portant le portrait de leurs ancêtres. Absolument. Est-ce que cette guerre en cours n'est pas une réactivation de ce patriotisme-là, d'autant plus que ça se passe, certaines batailles sont littéralement sur la même ligne de front, c'est la même ligne de front, et qu'il y a un affrontement Est-Ouest, que c'est des armées de volumes colossaux. Est-ce que la future Russie ne se bâtit pas une sorte de nouvelle identité, réactivation de l'identité de la Grande Guerre patriotique, comme celle-ci avait réactivé 1918-1921, également en Ukraine, face à l'intervention occidentale, qui réactivait 1812 face à la Russie. Voilà, on réactive toujours. La réactivation, elle date même d'avant la guerre, parce que, vous l'avez dit, la Grande Guerre patriotique, la victoire, c'est le 9 mai, c'est la fête nationale en Russie. C'était la véritable fête nationale en Union soviétique aussi. C'est vraiment le moment où on défile dans la rue, où il y a les grandes parades militaires, où la population est invitée à descendre dans la rue. Bon, c'est une fête, voilà. C'est une fête, et une fête populaire. C'est la grande fête populaire de l'année. Ça l'a été aussi en Ukraine assez longtemps. Mais l'Ukraine, justement, elle est alors, puisque cette guerre actuelle est une réactive, la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale, elle réactive aussi, bien sûr, les clivages forts qu'il peut y avoir en Ukraine sur cette guerre, où, je dirais, il y a un récit nationaliste ukrainien
très anti-soviétique, dont on peut parfaitement comprendre de manière rationnelle le développement. Et puis il y a, ça c'est une réalité, donc on le voit à l'œuvre, ce récit nationaliste ukrainien est largement repris par le pouvoir actuel. Et puis, paradoxalement, les Ukrainiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient très largement du côté de l'armée rouge, très largement combattus du côté de l'armée rouge pour chasser les Allemands du territoire ukrainien et soviétique. Donc, voilà, le clivage interne, enfin les blessures ukrainiennes, elles sont très étroites. Aujourd'hui, on présente la Russie contre l'Ukraine, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que l'Ukraine est elle-même divisée, et cette division ne date pas de l'indépendance, ça date de bien avant. Et d'ailleurs, ce conflit est très largement aussi une guerre civile. C'est largement une guerre, je dis peut-être pas civile, mais c'est une guerre qui va qui se fonde sur des clivages anciens qui n'ont pas été résorbés et que l'URSS, l'Ukraine soviétique, n'a pas su en fait véritablement mettre fin à ces clivages. Bon. Pour la Russie, c'est plus simple parce que la Russie est l'héritière de l'URSS. Le 9 mai, c'est la fête de la victoire, le jour de la victoire, Dien Победы, et tout est fait dans la propagande officielle, dans le discours officiel et les éléments de propagande qui sont déployés avec cette guerre pour construire un récit. Et la grande guerre, la guerre actuelle, c'est mettre le point final à ce qui n'a pas été fini pendant la grande guerre patriotique. Voilà. Alors donc il faut dénazifier. Bon, ce terme est complètement, à mon avis, non seulement excessif, mais erroné, mais on voit très bien ce que veut dire, c'est-à-dire... Il est excessif largement pour l'Occident, mais il sert en politique intérieure. Il sert en politique intérieure, il est excessif parce qu'il ne correspond pas à la réalité historique, mais en même temps, il est très mobilisateur en Russie. Dénazifier, ça veut pas dire aller éradiquer Hitler dans son bunker, ça veut dire enlever tous les éléments... disons encore qui auraient des scories d'idéologie nazie, etc. Et ces éléments-là, on les voit en Ukraine. Ils sont très présents. On les voit aussi dans les pays baltes. Hein, bon. Donc, ça a un sens politique. Bon, même si c'est historiquement complètement en décalage avec la réalité, parce qu'on peut pas vraiment dire, même les nationalistes ukrainiens de Svoboda, etc., sont des nazis. Hein, c'est des, je sais pas quoi, des néo-nazis. Enfin, bon, bref. Donc, on est dans ce récit. On va gagner cette guerre parce que c'est très mobilisateur aussi, parce que ça a un côté. On écrit la fin avant, tout en la menant. C'est-à-dire, on sait très bien qu'on est d'abord, c'est une guerre juste, hein, du côté russe. C'est-à-dire, ça aide disons, non pas masquer, mais à faire passer la pilule du fait que c'est quand même une guerre offensive, malgré tout. Enfin, l'offensive, elle est massive, elle est venue de Russie en février 2022, donc présentée comme une guerre défensive et comme une guerre déjà gagnée, qui ne peut être que gagnée. Alors, ça me paraît risqué, mais bon, il est moins peut-être maintenant qu'au début. Et ça inscrit cette guerre, effectivement, dans une séquence historique ancienne, et ça la légitime, beaucoup plus. Parce que l'opinion publique russe, face à cette guerre, il faut le dire, est à la fois soutient cette opération, mais la soutient avec l'idée... Enfin, il y a un sondage récent, une étude récente de Russian Field qui est très intéressante, où on voit un soutien, mais en même temps un souhait de la paix le plus vite possible. Et il n'y a pas un gros soutien pour une éventuelle deuxième vague de mobilisation qui peut-être sera nécessaire au printemps. Donc, cette guerre, elle est appuyée parce qu'elle est une guerre considérée comme légitime contre la poussée occidentale, la pression occidentale. Bon, l'argument selon lequel c'est l'Occident qui pousse l'Ukraine et qu'en fait l'Ukraine est victime de la volonté occidentale de l'utiliser contre la Russie, ça c'est un argument qui en Russie est à 90% reçu. Voilà. Mais en même temps, on perd des hommes, des fils, etc. On perd aussi économiquement. Et la paix serait très bienvenue parce qu'on combat quand même directement contre les Ukrainiens. On ne combat pas contre les Allemands. On combat contre des Ukrainiens qui ne peuvent pas être considérés tout à fait comme des ennemis. Voilà. Parce que quand on a, dans un pays comme la Russie, 7 ou 8 millions de personnes qui sont d'origine ukrainienne avec des noms ukrainiens ou des origines ukrainiennes, et puis plus encore, je dirais des dizaines de millions de personnes qui sont issues, qui ont dans leurs origines des gens
venus d'Ukraine, ne serait-ce que reparlons de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période 41-45, grand nombre d'Ukrainiens se sont réfugiés ou ont été déplacés vers l'est du pays, sont restés dans l'Oural, en Sibérie. Et dans l'Oural, en Sibérie, vous avez un tiers de la population dont une partie des origines est en Ukraine. Donc il y a une très grande fusion des identités russes et ukrainiennes si on regarde l'histoire longue. Donc se battre contre les Ukrainiens, c'est quelque chose qui a du mal qui fondamentalement n'est pas vraiment accepté pleinement. Voilà. Alors ce qui est formidable avec votre livre, c'est que vous montrez que l'actuelle guerre répond à des mécanismes très ancien dans l'histoire de la Russie, qui remonte à sa création. Oui. Vous pourrez nous en parler. Voilà. Et que, en fait, c'est la reproduction d'un comportement au sommet de l'État qui s'est déjà vu plusieurs fois dans l'histoire de la Russie, parce que vous parlez d'un empire archaïque, c'est-à-dire un empire dont l'exemple est Rome, c'est-à-dire qu'une construction territoriale qui accroche des nouveaux territoires au fur et à mesure de son expansion et qui mène des guerres qui finissent par des conquêtes mais qui sont perçues et vues comme des guerres défensives. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme les Romains qui avaient peur continuellement de l'invasion des Gaulois qui leur avaient déjà avec Brennus pris Rome, on se dit il faut conquérir parce que la frontière nord ne sera jamais pacifiée. César, guerre des Gaules. Et donc vous décrivez cette construction et cette idée de guerre défensive qui est perçue, en tout cas présentée comme ça par le Kremlin aujourd'hui, que John Mearsheimer, le géopoliticien américain, lui parle de guerre préventive, mais en gros, ça recouvre un peu la même réalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et encore une fois, je conseille vraiment de lire le livre parce que c'est rare d'avoir, d'abord, c'est un grand pays, c'est une longue histoire. Les chapitres sont bien découpés, courts, et ils sont très clairs, et c'est vraiment bien ciselé, bien écrit, parce qu'on est plongé dedans un peu comme dans un récit, ça se lit très très bien. C'est pas une somme horrible de 800 pages d'histoire de la Russie qui serait désespérante à lire. Non, c'est très vivant, et surtout on comprend on a ce fil conducteur. Donc. Alors effectivement, merci Georges. Effectivement, il y a parfois des sommes de 800 pages qui sont pas du tout assommantes, et il y en a une que je cite beaucoup dans mon livre, qui est le livre de l'histoire de l'Empire russe de Michel Heller, qui est vraiment pour moi un des meilleurs livres disponibles actuellement sur l'histoire. Et alors lui, ça fait même 900 pages. Non, celui fait 250 pages. Donc effectivement, je m'attache à dérouler le fil d'une dynamique qui est celle de la constitution de l'État. Alors pour moi, l'État russe actuel, la Fédération de Russie, c'est le continuateur, est la continuatrice de l'URSS et la continuatrice de l'Empire de Russie. L'Empire de Russie, pour moi, est né, alors historiquement, on a coutume de le faire naître à la toute fin du premier millénaire, dans les années 900, autour de la Rousse de Kiev, et avec Novgorod, la christianisation de la Russie, 988, Vladimir le Grand, etc. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une formule un peu comparable à la naissance du royaume de France avec Clovis, le baptême de Clovis. Bon. En réalité, moi, je fais naître l'État russe moderne en 1480, donc à la fin du XVe siècle. Donc c'est un État relativement jeune par rapport aux États européens, et c'est un État qui va se constituer. Et je pense que le paradoxe est là, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a du mal en Occident avec la Russie. C'est à la fois un empire archaïque et un État moderne. Donc on va à la fois un État moderne qui se constitue sur le modèle européen, avec, on va le voir, Pierre le Grand, Catherine II, etc., qui essayent d'introduire en Russie les éléments de modernisation, caméralisme, puis l'administration, puis la rationalité économique, etc. Et en même temps, ça reste un empire archaïque jusqu'à la fin de l'Empire de Russie, et puis l'URSS, dans mon chapitre, j'ai appelé l'URSS je sais plus comment le titre exact, mais en tout cas, il y a conservateur dans le titre, donc un État conservateur ou quelque chose comme ça. Je tenais beaucoup à ça parce qu'effectivement,
pour beaucoup, l'URSS est un État communiste, donc révolutionnaire. En fait, je pense que l'URSS a d'abord été une entreprise essentiellement conservatrice, non pas au début, mais à partir de 1929 avec Staline. Alors cette logique, cet empire archaïque, pourquoi archaïque? Vous l'avez dit, parce que c'est un empire comme les empires de l'Antiquité, qui s'est constitué dans la continuité territoriale par des conquêtes successives. Et je pense que c'est très important de le dire, un empire qui va agréger des territoires de plus en plus divers, de plus en plus multiethniques, de plus en plus différents les uns des autres, mais toujours dans cette continuité territoriale. Il n'y a pas comment dire. Donc c'est très difficile de marquer une frontière nette entre ce qui relève de la métropole et ce qui relève des colonies. Voilà. Mais il y a un centre, c'est Moscou. Et il y a un centre, il y a une dynamique autour de ce centre, centripète, ce centre qui essaie de tenir par tous les moyens tous ces territoires agrégés, et c'est pas évident. Hein. Alors là, je pense que le parallèle avec l'Empire romain est tout à fait exact et tout à fait bon dans ce domaine-là. Ça n'a jamais été évident et ça n'est pas évident. Et ça n'est pas évident non plus. Non, mais et ça restera, et ça ne sera jamais évident. En fait, bon. Et donc, souvent, on dit, voilà, la Russie, on a cette vision de la Russie comme étant un pays animé d'une volonté de puissance, c'est-à-dire expansionniste, impérialiste, etc. C'est parfaitement exact, mais on comprend rien à ça si on ne met pas aussi un autre élément qui fait partie de la dialectique, je dirais, du logiciel impérial, qui est l'élément de la faiblesse et de la fragilité, et de la perception par les dirigeants et par ceux qui sont au Kremlin, que tout ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Alors, côté occidental, on dit, enfin, c'est de la parano, hein, ça veut dire, bon. Mais pas du tout. 1917, l'Empire de Russie s'est écroulé, 1991, l'URSS s'est effondré, et en 1941, on était quand même pas très loin de la catastrophe, au moment où les Allemands sont à 25 km de la place rouge, en octobre 41, pardon. Moi, j'ai vécu à Moscou une année au métro Khankovo, qui est au sud de la ville. Et un jour, en me promenant comme ça, en baladant dans le parc à côté de chez moi, je vois une plaque. Et j'ai ici, c'est là où des partisans soviétiques ont descendu, parce que là, il y avait un camp allemand. Hein, c'était le camp allemand des comment dirais-je, aux portes de Moscou, à 20 km du Kremlin. Bon. Donc, ce sentiment de la précarité de l'État, de la fragilité de l'État, il anime une dynamique qui est en fait tout à fait dialectique. Hein. Donc, il faut bien comprendre que l'Empire russe est un empire archaïque qui se distingue des empires, on va dire, coloniaux ultramarins occidentaux, qui, eux, vont conquérir des territoires outre-mer, et donc conquérir des territoires qui n'ont rien à voir avec la métropole, qu'il va falloir coloniser au sens, dans un sens très différent. Bon. Si vous allez dans le nord Kazakhstan, si vous allez dans certaines régions de Russie, de l'Oural, etc., ce sont des territoires qui sont qui ont été conquis, puis perdus, puis reconquis, puis bon. Vous avez cette espèce de dynamique d'expansion et de rétraction permanente pendant toute l'histoire de la Russie. Donc aujourd'hui, au XXe siècle, expansion maximale à la fin 19e, rétraction avec la Révolution, reconquête d'une partie des territoires après la création de l'URSS, rétraction avec l'invasion allemande, retour à la pleine, je dirais, force, la puissance stratégique de l'URSS après 1945 et surtout après la constitution du bloc socialiste, etc. Et puis rétraction à nouveau dans les années 80-90. Puis aujourd'hui, petite expansion avec la Crimée. Puis, bon. Donc cette dynamique-là, elle est historique et elle est consubstantielle à l'État russe. Donc alors effectivement, c'est pas très conforme au droit international public et au principe d'intangibilité des frontières. Mais c'est la dynamique historique que j'essaie de montrer et effectivement, elle est intrinsèque et consubstantielle. Après, cet archaïsme et cette modernité qui sont conjugués dans le même pays et dans le même ordre politique, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné et qu'on retrouve à toutes les périodes, notamment au XIXe siècle. Vous avez par exemple fin 19e un essor culturel et économique et industriel énorme, hein, et en même temps vous avez à la même période, au moment où la Russie s'industrialise, se modernise considérablement en 20 ans entre 1890 et 1910,
Et en même temps, vous avez la période peut-être la plus réactionnaire de l'histoire, avec une montée en puissance des forces réactionnaires autour d'Alexandre III, les pogroms de Kishinev, la montée des centuries noires. Enfin bon, donc on pourrait imaginer que dans le récit occidental, on a cette idée que le progrès économique va produire du progrès politique ou du progressisme politique. Pas du tout. En Russie, on voit que l'archaïsme, si on peut dire, là au sens cette fois-ci un peu négatif du terme, côtoie la modernité. Donc cette dialectique-là, elle est aussi très importante et je pense qu'elle aide... elle rend sa compréhension difficile pour les Occidentaux, parce que les Occidentaux, en dépit pourtant de l'hégélianisme et du marxisme, ont un peu du mal avec la dialectique. Un peu du mal avec les éléments contraires, de dire que les choses tout à fait contraires peuvent être contraires. Créer une dynamique, on a un peu du mal avec ça, je pense. Et justement, en parlant d'éléments contraires, il y a une dynamique qui est en train de se créer au niveau géopolitique mondial. Retournement, changement de monde, on le vit clairement. L'hégémonie occidentale et particulièrement américaine post-1991 s'étiole, économiquement, culturellement, mais aussi symboliquement. Et vous avez parlé de conservatisme. Est-ce qu'il n'y a pas entre l'Occident actuel et la Russie un affrontement idéologique, alors bizarre, une sorte de retournement par rapport à ce qu'il y avait à l'époque de la guerre froide, où la Russie représente une sorte de force conservatrice light, et une sorte de porte-bannière mondiale du conservatisme familial, religieux, travail, famille, patrie, église, face à un Occident qui est beaucoup plus progressiste, libéral, et dont c'est un fer de lance ailleurs dans le monde, et où ça a l'air moins bien reçu. Oui, alors ça fait partie de toute cette opposition ce positionnement de la Russie au sein de l'ONU, donc effectivement, d'un côté il y a l'Occident et une vision, qui mettent en avant, dont les élites mettent en avant un agenda progressiste, de plus en plus progressiste, etc. En présentant cet agenda et comme des conquêtes en sens des libertés individuelles, droits des LGBT, fin de vie, etc. Il y a tout un agenda combattu par des pays restés plus alors conservateurs, je ne sais pas si le mot est exact, peut-être tout simplement plus traditionnels, voilà. Et là, la Russie se positionne effectivement comme un des porte-parole de ce conservatisme. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le discours politique qui est mis en œuvre par Poutine, notamment. Poutine a tout un répertoire conservateur qu'il a développé depuis une vingtaine d'années, qui est de plus en plus, étoffé. Voilà, les valeurs familiales, les valeurs chrétiennes, etc. Et puis il y a la réalité de la société russe. Est-ce que la société russe est vraiment une société conservatrice, comme on pourrait dire? Je sais pas, Moyen-Orient, par exemple, si on va en Syrie ou en Iran, quoique l'Iran, c'est mal choisi parce que c'est une société avec beaucoup de nuances, mais effectivement, il y a un fond social beaucoup plus conservateur dans un pays comme la Syrie ou l'Iran ou l'Égypte, encore plus, la Tunisie, etc., qu'en France, ça c'est clair. Mais la Russie est-elle, disons, aussi conservatrice penchant du côté du Moyen-Orient ou plutôt du côté européen? Quand on va en Russie, franchement, moi j'ai plutôt l'impression d'être en Europe. Et puis, en dépit, par exemple, des lois qui interdisent la propagande homosexuelle et donc qui interdisent, par exemple, la gay pride, qui interdisent, il n'y a pas de mariage homosexuel. Enfin, il y a, disons, dans l'espace public, l'homosexualité est quelque chose de complètement invisibilisé, on va dire, dans l'espace public. Est-ce que ça empêche des homosexuels de vraiment vivre leur vie en Russie? Moi, j'ai franchement pas l'impression. Donc, est-ce ça serait comme avant les années 80 en France, quoi. Je sais pas. Bon, après, oui, peut-être. Avant, il y a pas de pénalisation. Bon, ensuite, en ce qui concerne d'autres questions plus
encore plus récente là, il y a tout un débat à la Douma sur l'avortement, sur les conditions d'avortement, où on a vu des députés extrêmement conservateurs se lancer dans une campagne pour essayer de limiter ou de durcir les conditions d'accès à l'avortement des femmes. Et puis, en fait, c'est pas passé. Et puis, on a vu Poutine se positionner en élément centriste, comme d'habitude. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que ce discours conservateur, c'est surtout un discours. Alors, il y a quelque chose que je n'évalue pas du tout parce que je suis pas assez compétent, je connais pas assez le sujet. C'est le poids. Light. Voilà, c'est le poids de l'Église orthodoxe et des autorités religieuses sur le pouvoir. Ça, c'est un élément. J'avoue être totalement incompétent. C'est boîte noire pour moi tout ça parce que je connais pas bien et alors je lis des choses, etc. Mais moi, j'ai pas l'impression que les questions religieuses soient déterminante pour des décisions politiques. En revanche, l'habillage religieux convoqué de temps en temps par le pouvoir est très utile pour faire passer des éléments de langage. Mais j'ai quand même je pense que ce conservatisme est essentiellement relève, pour être simple, du discours et de la propagande pour l'essentiel. Effectivement, il permet de se positionner on n'est pas... alors, ce qui est plus intéressant, c'est la manière dont on parle de l'Occident. Et le mot qui est employé pour décrire l'agenda, on va dire, progressiste occidental, progressiste sociétal, c'est nihilisme. Voilà, on est dans un nihilisme en Occident. Voilà, on nie les valeurs essentielles, fondamentales, anthropologiques, de la famille, etc., qui ne sont pas en fait des choix individuels, mais qui sont de l'ordre de la conservation de la société, de la pérennité de la société. C'est un discours qui est, je dirais 80% de la planète tient ce discours. Je ne parle pas seulement des dictatures du Moyen-Orient ou de la Chine ou même de l'Inde, etc., mais toute l'Amérique latine. En dépit, par exemple, en Amérique latine, il y a énormément de pays où on est très avancé dans les réformes sociétales et peut-être encore davantage que dans les pays européens. Et en même temps, on a aussi une diplomatie qui va pas utiliser, qui va pas mettre en avant cet agenda sociétal à l'ONU. Je pense au Brésil, par exemple. Intéressant. Argentine, etc. Donc, la Russie se positionne politiquement en se mettant en porte-à-faux par rapport à l'Occident et en disant nous ne sommes pas du même côté que les Occidentaux, qui sont un peu nihilistes, voire qui ont perdu le sens le sens commun, presque. Hein, on a vu monter ce discours maintenant dans le discours russe beaucoup sur l'Occident qui perd la tête. Voilà, qui perd la tête. Les élites ont des agendas incompréhensibles. Et puis on va beaucoup insister sur le désaveu que les peuples européens ou américains peuvent avoir vis-à-vis de leurs élites. Bon, les exemples sont nombreux. Ils n'ont pas beaucoup besoin d'aller chercher de faits pour appuyer ce discours. Alors avant que de parler d'agenda incompréhensible concernant nos élites, dans votre ouvrage, vous montrez qu'il y a un autre élément de l'histoire longue russe, de la construction de cet empire, qui rejaillit avec cette guerre en Ukraine. C'est la confrontation avec la Grande-Bretagne. Donc au moment où vous décrivez l'expansion de l'Empire russe vers le sud, à un moment donné, boum, il touche l'Empire britannique. Et là, vous dites, la Russie rentre dans le grand jeu de la géopolitique mondiale, ça devient une puissance globale. Et dès lors, un adversaire de la thalassocratie britannique, qui a été remplacée par l'américaine, mais en gros, c'est la même logique géopolitique et le même espace civilisationnel. Et on voit dans le conflit en Ukraine que peut-être les plus bellicistes sont les Britanniques, tant par le soutien militaire que par Boris Johnson qui demande à non, ne négociez pas à Zelensky en mars-avril 2022, que le fourniture d'armement, de renseignement, de drones navals. Là on voit qu'il y a il y a un vrai affrontement qui a des racines très profondes. Très profondes, de même que, alors il y a effectivement très profonde. Je vais y revenir peut-être pour les auditeurs, dire que effectivement l'Empire russe, par la conquête de l'Asie centrale, dans les années 1860, se retrouve tout d'un coup à la fin du 19e siècle
en confrontation directe avec l'Empire britannique, qui vont aux Indes, et se retrouvent aussi en rivalité pour les influences sur des territoires éminemment stratégiques. Et entre les Indes britanniques et l'Asie centrale, Turkestan russe, il y a l'Afghanistan, et qui fait son entrée, je dirais, dans le grand jeu, et comme une pièce essentielle du grand jeu, et qu'on va retrouver tout le XXe siècle, XXIe. Alors, sur la Grande-Bretagne précisément, il y a un autre élément qui est très important de souligner, c'est américano-britannique, je dirais, puisque les États-Unis continuent en fait, on va dire, l'Empire britannique avec d'autres moyens et en décuplant les moyens, mais on est dans la même logique. Il y a cette obsession des relations russo-allemandes. Donc l'obsession qu'il faut absolument empêcher, tout rapprochement entre la Russie et l'Allemagne, sinon on est foutu. Les deux puissances continentales vont s'allier contre nous. Alors ça, cette obsession des relations russo-allemandes, elle ne date pas, et qu'il ne faut pas que la Russie et l'Allemagne soient alliées, qui peut expliquer... alors, ça ne date pas de l'époque récente où Nord Stream a mystérieusement explosé. Ça date de la fin du 19e siècle. Et exactement, où la Grande-Bretagne, qui est la grande puissance mondiale, globale, la première grande puissance globale du monde, sur toutes les mers, comme disait Victoria, est à la fois... Alors, ne peut pas considérer la Russie comme un rival, pour au moins 3 raisons. Première raison, la famille impériale russe est extrêmement liée, par sa famille, par les liens du sang, à la famille impériale allemande et britannique. Elle est au roi d'Angleterre. Bon. Nicolas II et le petit-fils de la reine Victoria. C'est ça, en fait. Petit-neveu, en fait. Exactement. Voilà. Le prince, quand ils étaient jeunes princes, Guillaume II et Nicolas II s'écrivaient en allemand et se tutoyaient et s'appelaient Willy et Niki. On a les archives. Bon. Donc, tout ce monde-là ne se conçoit pas. La Russie, c'est... donc, elle n'est pas... en quelque sorte, elle a pas le droit d'être une puissance rivale de la Grande-Bretagne. Non. Il y a une deuxième raison beaucoup plus sérieuse que ça, c'est les raisons économiques. C'est-à-dire que si on regarde le décollage industriel de la Russie au fin du 19e, on a une très grande présence de capitaux britanniques. Je vais donner un exemple majeur, c'est celui de Bakou, et le développement du pétrole à la fin du 19e, début 20e, investissement suédois, anglais, britannique, sans lesquels on n'aurait jamais pu décoller. Et le comte Witte, qui est le ministre des Finances de l'époque, fait appel au début du XXe aux capitaux étrangers, en particulier britanniques. Donc, pour les Britanniques, la Russie, c'est un pays en retard et un pays dans lequel on veut développer nos intérêts économiques. C'est pas question que ce pays ait des ambitions géopolitiques. Puis tout d'un coup, on voit que les Russes prennent l'Asie centrale et puis on développe leurs propres intérêts. Et on se dit, mais est-ce que quelque part on va pas rentrer en rivalité? Et on entre en rivalité, et je pense que pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a cet épisode très étrange et mal connu qui se déroule au Caucase avec les Anglais, les Turcs, les Russes, les bolcheviks, les armées blanches. Enfin, on a tout une espèce de micmac très intéressant, difficile à dire. Un immense chaos, on va dire ça comme ça, mais un chaos quand même avec des étapes. Et il y a un moment où les Anglais sont à Bakou et essayent de défendre leurs intérêts économiques, et où là on voit très bien que pour les Britanniques, c'est les raisons des interventions étrangères contre la révolution russe, c'est essentiellement ça, il faut sauver nos intérêts. Comment se fait-il que la Russie, qui était un peu une sorte de cousine orientale, un peu arriérée, et dont les tsars étaient vaguement cousins, mais bon, pas... Tout d'un coup, devient une puissance hostile, et encore plus hostile avec la révolution bolchevique. Ça, c'est absolument inacceptable. Et c'est inacceptable parce que quelque part, on a l'impression que c'est un peu grâce à nous qu'ils ont décollé économiquement. Voilà. Donc je pense le nœud il est là et il n'est pas résorbé quand on voit que Boris Johnson s'est précipité fin mars 2022 pour torpiller l'accord de paix qui aurait pu mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dès les premières semaines, pour dire non mais hors de question de lâcher l'affaire, les Ukrainiens, vous avez le devoir de continuer la lutte, allez hop, ne signez pas ça, on n'appuiera pas ça. On voit que les Britanniques sont très engagés, ils sont aussi très engagés sur le terrain du renseignement en Ukraine, visiblement
au moins autant que les Américains. Donc il y a cet antagonisme. Hein. Alors que je ne réduirais pas à la thalassocratie contre tellurocratie. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a beaucoup de charges symboliques entre les deux pays et il y a beaucoup d'opposition. Enfin, l'affaire Skripal, Litvinenko, tout ça se déroule il y a tout ça, mais en Bretagne. Quand on remonte le fil de l'histoire, on a quand même des deux côtés, russes comme britanniques, avec des régimes différents. Oui. Une très forte conflictualité qui est à cet endroit. Vous avez parlé de la période qui est finalement très peu connue ici, de la deuxième partie de la guerre civile, post-révolution russe, 18-20. 18-20, voilà, où on a une intervention internationale, en particulier britannique, française, américaine, dans cette zone, avec une offensive aussi de la Pologne, avec le maréchal Piłsudski, c'est pas connu du tout, qui mange un énorme morceau de la Russie, qui revivifie, c'est dont vous parlez, la prise de Moscou en 1600. Oui, alors ça c'est très important, je vais ancienne. Revenir une minute. Oui. Et puis avant cela, il y avait la guerre de 1853-1856. Les gens se demandent des fois pourquoi est-ce qu'il y a la Malakoff, Crimée, Sébastopol, et la guerre, elle est là. Et c'est la France, avec une France très alliée, comme aujourd'hui Macron, avec le monde britannique ou américain, qui va contrer l'expansionnisme impérial russe, qui elle-même le voit comme un moyen d'une sorte de guerre préventive, comme vous l'avez décrit. Oui, d'ailleurs, la guerre de Crimée, 1853-56, c'est une guerre longue, en fait, on peut dire. C'est une guerre longue, et c'est une guerre très intéressante sur laquelle il faut revenir, parce que les enjeux de cette guerre de Crimée ne sont pas si éloignés que de celle de la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Voilà. Et notamment, la mer Noire est un enjeu géopolitique majeur, et à l'époque déjà, l'objectif des Russes était peut-être de se mettre d'accord avec l'Empire ottoman pour faire de cette mer Noire une mer co-gérée, et on n'a pas trop besoin des Occidentaux pour venir là. Et aujourd'hui, c'est Lord Palmerston qui disait non, il faut couper la Russie de la mer Noire. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que un des objectifs de la guerre, côté russe, alors moi je pense que c'est une guerre qui se déroule au fil de l'eau, donc on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie, mais si on pouvait, au passage, réinstaurer un ordre russe en mer Noire et faire en sorte que la mer Noire soit co-gérée avec la Turquie et la Russie, ce serait très bien. Je pense que ce serait très bien. Enfin, c'est une des visées de la Russie. Je ne sais pas si elle réussira à l'obtenir. Pour revenir à ce que vous disiez sur... alors, on va peut-être revenir dans l'ordre. On va peut-être commencer par 1613. En fait, il y a une conflictualité russo-occidentale qui est pas tellement vue, mais qui est vraiment réel dans l'histoire, et j'essaie de le rappeler. La guerre de Crimée, la fin de la guerre civile, donc la fin de l'après Première Guerre mondiale. Faut pas oublier que le général de Gaulle, je sais pas quel grade, capitaine, je crois il était sur ce front-là en 1919. Il est allé se combattre aux côtés des Polonais. Hein, la France était appuyée la Pologne de Piłsudski pour conforter sa frontière orientale contre les armées rouges. À l'armée rouge de Trotsky, etc. Chilov et compagnie. Donc en fait, cette conflictualité, il y a celle de 1812, il y a les guerres balkaniques, hein, quand même. Là, c'était des guerres de proxy, mais il y avait quand même. Et puis, il y a 1613. Alors, 1613, je l'ai choisi un peu à dessein, parce que je pense que c'est effectivement une date très importante pour la Russie moderne, et qui est peu connue chez nous. C'est la fin de ce qu'on appelle le temps des troubles. C'est une période pendant laquelle il y a une rupture dynastique. Ivan le Terrible est mort, il n'y a pas de descendants. Enfin, il a tué le seul descendant à peu près qui aurait pu lui succéder de ses propres mains. Donc, il est un peu embêté. Il y a plus de famille. On entre dans une période très très complexe de crise politique, crise dynastique, crise économique, etc. Et évidemment, la nature ayant horreur du vide, les Polonais, c'est-à-dire en fait la Pologne-Lituanie, hein, c'est-à-dire un État qui comprend l'actuelle Pologne, les actuels pays baltes, la Biélorussie et l'actuelle Ukraine, grosso modo, hein, donc tout cet espace balto-mer Noire, là, qui va de la pays balte à la mer Noire. Les Polonais, sous souveraineté polonaise,
vont avoir toutes sortes de stratégies pour prendre le contrôle du Kremlin à Moscou. Et donc, ils vont utiliser le désordre russe pour, à plusieurs reprises, entrer à Moscou et occuper la capitale russe. Et notamment, ils vont aller jusqu'à faire couronner un faux descendant de la famille impériale russe, un faux Dimitri, qui est un Russe, mais qui a comment dirais-je, sous contrôle polonais, qui va être sacré empereur de Russie. Ça va pas durer très longtemps. Et en 1613, c'est la date qui marque à la fois une insurrection populaire et bourgeoise en Russie qui chasse les Polonais de Moscou et qui va instaurer un processus de désignation d'une nouvelle dynastie sur le trône. Et ça va être l'élection de Michel Romanov par la Douma des Boyards et l'arrivée d'une nouvelle dynastie qui va durer 3 siècles, les Romanov, qui vont régner pendant 3 siècles sur la Russie, qui vont instaurer une sorte de stabilité. Donc le temps des troubles en Russie aujourd'hui, ça désigne cette période-là de l'histoire, puis ça désigne toutes les périodes pendant lesquelles la Russie était déstabilisée et fragilisée, où l'État était fragilisé, ou ce que j'ai appelé dans mon bouquin le moscopolitisme était en crise. Ça désigne par exemple 1917, 1921. Ça désigne beaucoup aussi les années 90. Voilà. C'est-à-dire, on ne sait plus où on habite exactement, comment on va faire pour redresser tout ça, redresser l'État qui reste... Et où on voit votre thèse qu'il peut y avoir des pouvoirs forts au Kremlin, mais que l'État, en fait, est faible. Oui, l'État est faible et l'État a toujours été faible. Voilà. Et qu'il y a une crainte toujours de l'effondrement. Alors peut-être que l'État a été plus fort à l'époque soviétique parce qu'il était maintenu... à toute force par un système extrêmement... qui manipulait la violence politique à un degré très important dans les années 30, 40, ça s'est stabilisé dans les années 50, mais la faiblesse de l'État, évidemment, ça choque un peu des gens quand je dis ça, parce que on a l'impression, avec tous ces défilés militaires, ces missiles sur la place rouge, cette espèce de décorum de l'État, de la puissance politique, mais en même temps, on a des problèmes pour construire des infrastructures, les maintenir, assurer un ordre public et surtout un ordre social, un niveau de vie correct sur l'ensemble du territoire. C'est un défi majeur et c'est un défi de tous les temps. Alors, c'est dommage, il y aura tellement de sujets à aborder parce que c'est vraiment c'est un livre très, bien que effectivement relativement court, seulement 250 pages, mais très très dense et abordant énormément de sujets. Ce qui est intéressant, c'est que cet État faible, d'une certaine manière, va être mal compris en ce moment par les chancelleries occidentales. Oui, dont le retour à la puissance, en particulier économique, c'est un raté complet. C'est-à-dire les sanctions prises contre la Russie actuelle sont historiques. Aucune sanction n'a été prise par le bloc qui contrôle la mondialisation capitaliste de la fin du XXe siècle. Et c'est une surprise, c'est sûrement la plus grande surprise, bien plus que la prise de Bakhmout ou d'Avdiivka. Absolument. Ouais. Que ça ne s'effondre pas, que l'État ne s'effondre pas. Et en citant une formule de l'historien Pierre Legendre, vous arrivez à la conclusion, votre toute dernière conclusion de la conclusion, c'est que peut-être que l'État le plus faible, finalement, ou fantomatique, puisque c'est le terme que vous reprenez, c'est plutôt en Occident, où il y a une dislocation qui est due à des forces autres, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'oligarchie économique transnationale qui veut se défaire de ces vieux oripeaux là d'État-nation et qui, en fait, nous a considérablement affaiblis. Les gens s'en rendent compte au moment de crise. Alors, une directe qui était la Covid, on ne produit pas de masques, on n'a plus de médicaments, puis là, maintenant, sur la guerre, alors évidemment que la Russie ne menace pas le territoire national, et puis de toute façon, on a l'arme nucléaire, donc on ne peut pas envahir la France, mais on se rend compte qu'il n'y a plus de munitions, on ne produit plus les chars, on ne sait pas vraiment d'ailleurs dans quel paradis fiscal se trouve l'entreprise qui était de chars français qui était mixé avec l'allemande, et tout ça est très faible. Et peut-être c'est ça l'étonnante révélateur qu'est la guerre en Ukraine. Oui, je pense que ça fait toucher du doigt en fait une réalité qu'on peut résumer par un mot, c'est le mot de souveraineté en fait.
Hein. Je pense que c'est pas à vous que je vais. J'ai pas posé cette question. J'ai pas posé cette question pour rien. Non, mais si, ça synthétise beaucoup les choses parce que la Russie, à un moment, un des conseiller du prince de Poutine, Surkov, avait inventé cette notion de démocratie souveraine, qui en fait ne veut pas dire grand-chose. En fait, Surkov, dont on parle beaucoup dans le Mage du Kremlin, qui est le personnage réel qui a inspiré Monsieur Darimpoli pour écrire le Mage du Kremlin. Démocratie souveraine, ça veut dire le souverainisme, ou l'idée que... le souverainisme, parlons plutôt de la volonté de faire de la Russie un État souverain. Qui est une volonté de puissance. Ça, c'est vraiment anime. Alors, c'est pas du poutinisme, c'est vraiment quelque chose qui est bien plus profond que ça. Poutine l'a dit, d'ailleurs, dans un discours récent qui m'a frappé. Il a dit, mais en fait, la Russie veut être souveraine, et finalement, il faut qu'on le soit, parce que finalement, peu de pays peuvent l'être, en réalité. Il a bien compris la difficulté, la fragilité. Nous avons, en quelque sorte... Je ne dis pas qu'on a abandonné toute souveraineté, mais on a délégué la souveraineté, on a dilué la souveraineté. On a fait des transferts. En réalité, on s'aperçoit que ce que Pierre Legendre appelle les fantômes de l'État en France, effectivement, c'est des fantômes post-souverains. On s'aperçoit que cet affaiblissement, que ces transferts de la souveraineté ou ces jeux avec la souveraineté ont affaibli l'État. Voilà. Et en fait, on s'est affaibli un peu tout seul. Hein. Mais en Russie, on a conscience que la souveraineté, c'est pas gagné. C'est un combat permanent. Voilà. Et je pense que les dirigeants russes, et c'est ce que je veux dire dans la conclusion, en fait, ont été mis à l'épreuve suffisamment de fois pour comprendre que on existe ou on n'existe pas. Et un État existe s'il est souverain. S'il n'est pas souverain, ou s'il est moins souverain, il commence à exister de manière un peu fantomatique. C'est-à-dire, il est là, les structures. Alors, Pierre Legendre dit un peu plus loin dans un texte qu'il a été frappé par une discussion qu'il a pu avoir avec un haut fonctionnaire français dans les années 90 ou 2000 peut-être. Il lui a dit, mais vous savez, nous n'avons plus vraiment d'État, nous avons que des administrations. Voilà. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Hein. Et en Russie, on a conscience que l'État peut être faible, et l'État est effectivement assez faible, en tout cas, mais cette faiblesse est complètement consciente. Voilà. Et elle est perçue comme une des priorités, en fait, des dirigeants actuels, c'est de fortifier cet État. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous. Sur le terrain militaire, ça se voit pas toujours, et la force militaire ne dit pas tout, mais sur le terrain de la guerre économique, la Russie, en 2022-2023, a enregistré une victoire importante. Alors, ça veut pas dire qu'on a réussi à neutraliser complètement les effets des sanctions, c'est pas vrai. Il y a des terrains technologiques, notamment, où c'est très compliqué. Mais on a réussi à montrer que, tout simplement, les 13 trains de sanctions successifs qui ont été adoptés depuis 2014 n'ont pas réussi à... Alors, je ne sais plus comment disait M. Bruno Le Maire, il disait « Nous allons mettre la genou à Russie ». Ils n'ont pas réussi à mettre la genou à Russie, ni la population, qui a perdu en pouvoir d'achat avec ces sanctions, certes, mais pas de manière significative au point d'être à genoux. Voilà. Et même si même les sanctions ont en effet retour qui a l'air beaucoup plus grave pour l'économie. Alors peut-être pour terminer, est-ce que vous parlez tout à l'heure d'agenda incompréhensible des élites occidentales, enfin plutôt européennes, parce que l'agenda est plutôt cohérent et rationnel du côté américain, plus ou moins. Est-ce que le bellicisme récent d'Emmanuel Macron, les grandes messes de soutien à l'Ukraine, le déplacement de Boris Johnson, est-ce que... pour Boris Johnson, c'est plutôt autre chose, mais est-ce que l'actuel soutien de l'Union européenne, et spécifiquement de la Commission européenne à l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas une sorte d'opération sacrificielle, puisque l'Ukraine paye quand même très cher cela, pour réussir à bâtir une Europe fédérale Alors peut-être, mais il va falloir se dépêcher.
hein, parce que il reste pas beaucoup de temps pour le faire, si c'est ça. Si c'est pousser l'Ukraine, si l'Ukraine est devenue, je dirais, le noyau dur de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait l'élément qui va nous unir et qui va permettre une fédéralisation de l'ordre politique, ben, il faut que l'Ukraine tienne encore quelques mois. Bon. Et c'est, à mon avis, pas avec les déclarations de Macron que ça va aider beaucoup l'Ukraine. En fait, on sait très bien militairement ce qu'il faudrait pour que l'Ukraine soit réellement appuyée. On ne peut pas le faire. Bon, je pense que quand même, il y a une incapacité, enfin, d'armer complète, enfin, de fournir les armements et les ressources humaines pour cette guerre. Aucun pays occidental, ni les États-Unis, ni la France, ni l'Allemagne, ni personne n'enverra, peut-être les Polonais, et encore, n'enverront un seul homme se battre, en tout cas officiellement. Et surtout, on envoie des petits détachements, il y a quelques volontaires qui se battent très courageusement, mais il faudrait envoyer plusieurs milliers, même peut-être plusieurs dizaines de milliers, c'est impossible. Voilà. Donc moi j'ai l'impression d'assister d'un côté à... Moi je veux dire un truc, si j'étais Zelensky, je serais absolument furieux. Voilà, parce que tous ces textes qui sont votés, cette aide, etc. Alors c'est quoi? Mais les Ukrainiens en général, parce que eux ils ont fait leur part... Les Ukrainiens, je serais encore plus furieux. Dans un sort de contrat, eux ont fait leur part du boulot. On leur a demandé de tenir pendant qu'on écrasait économiquement la Russie. Ils tiennent, puis... Oui, je pense que les Zaloujny, par exemple... a dit beaucoup de choses ces derniers temps avant d'être débarqué, et notamment ça, c'est que bon, y a pas, on sait très bien que l'issue est connue, et des officiers supérieurs ukrainiens, ils savent très bien vers quoi ils vont. Bon. Et ces déclarations politiques, effectivement, l'objectif c'est peut-être d'unifier l'Europe, de ressouder l'Europe. C'est peut-être tout simplement de tenir jusqu'aux élections européennes. Enfin, j'en sais rien. On est tellement dans la virtualisation politique qu'on va servir d'un élément réel qui est la guerre pour, en fait, animer un discours dont les objectifs sont pas du tout liés à la guerre, mais sont liés à une victoire électorale. Moi, je pense que, je suis peut-être très cynique, mais je pense que ces discours ont pour objectif de faire que le parti du président n'ait pas une trop grosse défaite aux prochaines élections européennes. Alors, quand on voit ça, et quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on a un peu la nausée, quand même. Voilà. Parce que même... alors aujourd'hui, date à laquelle on tourne cette interview, aura lieu le débat à l'Assemblée nationale qui risque d'être houleux, enfin, donc on le saura, bon, ça sera sorti, sur les positions prises par le président de la République quant à l'Ukraine, quant à la situation en Ukraine. On a vu que le pape, très récemment, en gros, a dit, bon, faut arrêter là, parce qu'il n'y aura pas... Le pape, il est dans son rôle. Oui, mais dans son rôle, mais il a mis un élément géopolitique qui a un peu énervé Kiev, si j'ai bien compris, puisque le représentant du Vatican a été convié pour s'expliquer, mais en gros, il a dit, bon, là, c'est militairement perdu, il faut arrêter. J'ai un ami qui, lui, évoquait pour la France 1870-1914, bon, bah, c'est perdu, on perd un bout de territoire, et puis on verra dans 40 ans si on récupère. Mais là, la conséquence de cet entêtement semble être ce que visiblement Vladimir Poutine a déclaré. C'est-à-dire que, ah bon, vous voulez que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN? Bon, bah, on continue. Odessa est une ville russe, blablabla. Bon, c'est pas très compliqué de lire quel sera le prochain objectif. Sans parler de ce qui s'est passé en Transnistrie, les appels au secours de Tiraspol, bon, voilà. Puis Kharkov, enfin bon... On a connu, déjà. La partition est déjà écrite. Oui. Il y a déjà 10 000 soldats russes en Transnistrie. La partie est de la Moldavie. La question est de savoir jusqu'où... Oui, il y a quelque chose sur... Il y a un élément très intéressant, ce serait d'avoir une vision objective et documentée de l'état de l'opinion ukrainienne actuellement. Bon, ça, moi, j'en ai pas. Je discute avec des gens divers qui s'occupent de ces questions ukrainiennes, qui connaissent bien, qui vont sur le terrain. Et effectivement... pour l'instant, j'ai pas de vision. Est-ce que en Ukraine, on est prêt à continuer? Est-ce qu'on se rend compte réellement des conséquences démographiques de la guerre? Je pense que oui, quand même. Parce que quand on est sur place, qu'on voit que tout d'un coup des quartiers entiers sont vidés, que bon, les gens disparaissent, meurent, tout ça c'est connu. Est-ce que malgré tout, disons, l'invasion russe continue de mobiliser des gens en disant il faut qu'on résiste? Bon,
probablement, mais la pression est telle, côté russe, qu'à un moment, ça va basculer. Bon. La question, c'est jusqu'où les Ukrainiens sont-ils prêts à aller pour sauvegarder l'existence d'un État ukrainien indépendant, viable. Voilà. Et je pense que la question, elle se pose comme ça. Et évidemment, les Occidentaux ne vont pas la poser comme ça. Zelensky ne va pas la poser comme ça, puisque l'objectif, c'est toujours la reconquête de la Crimée, la reconquête du Donbass, la reconquête, etc. Or, cette reconquête, vous l'avez dit, hein, elle n'est pas possible pour l'instant. Elle sera peut-être possible dans 40 ans, mais ça, on n'en sait rien. Et la question, est-ce qu'on a envie, jusqu'où ira-t-on, et est-ce qu'on risque pas de perdre bien plus qu'on ne gagne, parce qu'on a déjà perdu 20% du territoire quand même. Donc, c'est une vraie question que je me pose. Quel est l'état d'esprit en Ukraine ? De quoi les gens parlent ? Comment le débat se pose-t-il en ces termes ? On a beaucoup de voix occidentales, c'est-à-dire de gens qui sont ukrainiens ou d'Ukraine, mais qui sont à l'extérieur et qui parlent et qui disent des choses, mais ils ne sont pas sur le terrain. Moi, j'aimerais avoir une photographie de l'état d'esprit à Kiev, en Ukraine, dans les grandes villes, et je n'en dispose pas, malheureusement. Et je souhaiterais bien avoir des éclairages sur ce point. Bon, eh bien, Jean-Robert Raviot, merci. Merci, Georges. Pour nous avoir concédé du temps. Vraiment, je conseille de lire ce livre parce qu'on a eu beaucoup de bêtises sur la situation en Russie, les maladies diverses et variées de Vladimir Poutine. On a eu ici Pierre Conessa qui nous a parlé de la psychologisation toujours absurde de l'adversaire qui n'a aucun sens. Souvent on a demandé mais que veulent les Russes ? Eh bien, en lisant ce livre, vous aurez une très très bonne idée de comment fonctionne le pouvoir en Russie, pourquoi ils en sont là où ils en sont, comment ils y sont arrivés, qu'est-ce qui l'émeut, quel est leur logiciel, justement. Très bon titre. Encore une fois, merci Jean-Robert. Merci à vous. Si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, c'est que vous avez trouvé ça vraiment très bien. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est un sujet qui est important. Et je pense que au dernier commentaire, voilà, vous pouvez continuer, ça nous aide à orienter notre travail. Bien sûr, à partager cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas les poches complètement percées, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et nous faire un petit don de 5 € qui nous permettra de continuer à faire ce que nous faisons. Encore une fois, merci. Merci et à à bientôt peut-être pour le prochain livre. Merci.